Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Je suis Samba Siman, professeur des sciences de la vie et de la Terre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but d'étudier les relations de l'organisme avec le milieu extérieur, qui constitue la première partie du programme des sciences de la vie et de la Terre en classe de terminale. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble le thème 1 intitulé Organisation du système nerveux cérébro-spinal des mammifères. Ce thème qui est composé de deux leçons, à savoir l'organisation de l'encéphale et l'organisation de la moelle épinière. Mais avant de commencer l'organisation de l'encéphale et de la moelle épinière, j'aimerais tout d'abord apporter quelques explications sur le système nerveux cérébro-spinal. Qu'est-ce que c'est que d'abord le système nerveux? Le système nerveux est l'ensemble des structures qui assurent la réception, l'intégration et la transmission des informations provenant de l'environnement, de l'organisme et de lui-même. Ce système nerveux cérébro-spinal, dans le mot cérébro-spinal, il y a deux termes déjà. Il y a d'abord cérébro, qui signifie tout simplement cerveau, et spinal, qui signifie tout simplement la moelle épinière. Donc, ne serait-ce que ce mot groupé nous permet de définir le système nerveux cérébro-spinal. Donc, ici, nous allons donner un peu les détails de ce système nerveux. Ce système nerveux est divisé en deux parties essentiellement, dont la première, appelée le système nerveux central, SNC. Ce système nerveux central est divisé aussi en deux parties, à savoir l'encéphale et la moelle épinière. Ces deux parties-là constituent les centres nerveux. Et une deuxième partie, intitulée système nerveux périphérique, SNP, qui est essentiellement constitué de nerfs. Il existe deux types de nerfs, à savoir les nerfs crâniens qui sont rattachés à l'encéphale, qui sont au nombre de 12 paires chez l'homme, et les nerfs rachidiens rattachés à la moelle épinière, qui sont au nombre de 31 paires chez l'homme. Ces nerfs sont de deux façons. Les nerfs afférents ou voies afférentes, qu'on appelle les nerfs sensitifs, et les nerfs efférents ou voies efférentes, qu'on appelle également les nerfs moteurs. Dans ces nerfs moteurs-là, on a deux systèmes. Le système somatique qui assure tout ce qui est mouvement volontaire et le système autonome qui assure tout ce qui est mouvement involontaire. Ce système autonome est divisé en deux parties, très important à retenir. C'est le système orthosympathique qui assure tout ce qui est accélération, augmentation, et le système parasympathique qui assure tout ce qui est modération ou baisse. Il faut bien comprendre ces éléments-là, car pratiquement le programme de SVT en terminale s'articule autour du système nerveux. Autrement dit, beaucoup de chapitres en terminale sont en liaison étroite avec le système nerveux. Donc, comprendre le système nerveux et son fonctionnement, sa composition, permettrait de comprendre en grande partie les autres chapitres qui vont venir. Je peux donner l'exemple de la régulation de la pression artérielle, le muscle aussi, le fonctionnement du muscle squelettique, la régulation de la glycémie, d'accord, la reproduction, en tout cas, etc., etc. Beaucoup de chapitres sont en relation étroite avec le système nerveux et son fonctionnement. Sans plus tarder, voici un schéma qui illustre ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, vous voyez sur ce schéma-là, l'encéphale, qui est la partie pratiquement la plus développée du système nerveux qui se trouve en haut, et la moelle épinière qui est sous forme de cordon, d'accord, et à partir de ces deux centres-là sont rattachés les nerfs qui parcourent l'ensemble de l'organisme. Donc, ici, on peut voir l'organisme, la localisation de l'encéphale et la localisation de la moelle épinière, qu'on va y revenir plus tard. Donc, si on commence par étudier l'encéphale, l'organisation de l'encéphale, qui est la première leçon, pour étudier l'organisation de l'encéphale, on passe d'abord par la localisation
de cet encéphale-là dans l'organisme. Et vous êtes sans savoir que l'encéphale est localisé dans la boîte crânienne et donc protégé par un système de protection bien sophistiqué. Donc l'encéphale est logé dans la boîte crânienne, donc protégé par l'os dur du crâne, suivi de 3 membranes appelées méninges, dont la première, la plus externe, est appelée durmère, qui est une membrane très résistante, fortement collée à l'os et qui joue un rôle protecteur. La deuxième membrane est appelée arachnoïde, qui est la membrane intermédiaire qui a beaucoup de cavités, dont les cavités sont remplies de liquide céphalorachidien, permettant à cette membrane de jouer un rôle d'amortisseur de choc. Et enfin, une troisième membrane qui se trouve plus interne, je veux dire, une troisième membrane plus interne, fortement adhérée à l'encéphale, qui est très vascularisée et souple et qui joue un rôle nourricier. Donc, après ce système de protection, nous allons étudier l'anatomie externe de l'encéphale. Et pour étudier l'anatomie externe, il y a 2 plans d'observation. Premier plan d'observation, ce qu'on appelle la vue dorsale ou partie souple de l'encéphale. Et si on observe en fonction de la vue dorsale, on constate que l'encéphale est composé de 3 parties, à savoir le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Au niveau du cerveau, on constate que ce cerveau est divisé, c'est la région la plus développée d'ailleurs, et est divisé en 2 parties par un sillon interhémisphérique que vous voyez là en noir, ici. Et sur chaque hémisphère maintenant, on a de petites rayures comme ça, des sillons qu'on appelle sillons cérébrales ou des sillons cérébraux, qui délimitent de petites surfaces appelées circonvolutions cérébrales. Et ici en haut, les 2 hémisphères sont surmontés de lobes olfactifs. Au niveau du cervelet, c'est pratiquement la même configuration, sauf quelques différences. Ici, les sillons sont beaucoup plus petits et séparent de plus petites surfaces. C'est des sillons cérébreux, à la différence de cérébral, des sillons cérébreux qui délimitent de petites surfaces aussi appelées circonvolutions cérébreuses. Et le cervelet est divisé en 3 régions, à savoir les 2 lobes latéraux qu'on appelle hémisphère cérébreux et le lobe qui a une structure de verre en tas qu'on appelle vermis ou lobe médian. Et ici en bas, vous avez le bulbe rachidien qui continue la moelle épinière. Alors, si on fait une observation plus détaillée, en soulevant ces 2 hémisphères en avant du cervelet, on note tout simplement des éléments, d'accord, qu'on appelle les tubercules quadrigemaux, ici normalement, à l'intérieur. Et en haut là, on note un renflement impair qui est l'épiphyse. D'accord. Maintenant, au niveau du cerveau, il y a 2 autres sillons beaucoup plus visibles qu'on verra avec la coupe transversale. Ces sillons-là, ces 2 sillons, l'un est appelé sillon de Rolando qui sépare le lobe frontal et le lobe pariétal, alors que l'autre sillon qu'on appelle la scissure de Sylvius délimite le lobe temporal. Sur le plan ventral maintenant, l'observation ventrale montre que l'encéphale est composé de nerfs olfactifs qui sont là, 2 nerfs olfactifs de part et d'autre du sillon interhémisphérique. Là aussi, on a les hémisphères qui sont aussi visibles, les 2 hémisphères cérébraux. Et en dessous des nerfs olfactifs, nous avons 2 nerfs optiques qui entrecroisent et forment le chiasma. Et sous ces 2 nerfs-là, nous avons l'hypothalamus qui est là et qui laisse voir
d'accord, l'hypophyse. Donc si on fait une section là, on voit l'hypophyse à l'intérieur. C'est pourquoi on a mis cicatrice de l'hypophyse là. Et maintenant, l'hypothalamus est un peu supporté par deux éléments avec des branches que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle les pédoncules cérébraux. Ces pédoncules cérébraux reposent essentiellement sur le pont de Varol que vous voyez ici. Et ce pont de Varol repose sur le bulbe rachidien. Maintenant, au niveau de ces deux éléments-là, pont de Varol, bulbe rachidien, on a des portions de cervelet qui sont visibles dans les parties latérales. Et en bas, vous avez la moelle épinière. Ici donc, ce pont de Varol, on l'appelle également protubérance annulaire. Ce pont de Varol, plus les pédoncules cérébraux, plus le bulbe rachidien, ces trois éléments forment le tronc cérébral. Et ce tronc cérébral constitue le prolongement de la moelle épinière dans la cavité encéphalique. Donc voilà, en ce qui concerne la vue ventrale de l'encéphale de mouton, chez les mammifères de façon générale. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'étude de l'anatomie interne de l'encéphale chez les mammifères. Et si on commence d'abord par une coupe longitudinale de l'encéphale de mouton. Qu'est-ce qu'on observe ici? De la gauche vers la droite, on observe que déjà, comme on avait vu tout à l'heure, il y a le nerf olfactif ici, que vous pouvez constater avec le pointeur, et ce nerf olfactif, à la limite de ce nerf olfactif, à l'intérieur, on note la commissure blanche qui est là, et en bas là, il y a ce qu'on appelle le nerf optique qui est là bien visible, et ici, on note l'hypophyse qui est absente, et on a matérialisé juste sa place pour montrer que l'hypophyse, et il ne faut pas confondre l'hypophyse à l'épiphyse. Épiphyse, c'est en haut, c'est la partie supérieure, et hypophyse, c'est la partie inférieure, c'est en bas, ou bien au niveau de la partie ventrale, pour être plus clair. Après maintenant l'hypophyse, il y a l'hypothalamus, comme on l'a vu dans la partie ventrale, l'hypothalamus qui cache pratiquement l'hypophyse. Donc, après maintenant l'hypothalamus, un peu à droite, on a le pédoncule cérébral. Ce pédoncule cérébral, après le pédoncule cérébral, il y a le pont de Varol, puis le bulbe rachidien. Maintenant, à l'intérieur, on a les cavités. Là, sur le pédoncule cérébral, au-dessus du pédoncule cérébral, on a une partie des cavités. C'est le canal qui relie le troisième ventricule au quatrième ventricule qu'on appelle l'aqueduc de Sylvius. D'accord? Et après, au niveau du bulbe rachidien aussi, on a le quatrième ventricule qui est là. Et ce quatrième ventricule est relié par un canal, ce canal qui continue, qui traverse le bulbe rachidien et longe toute la longueur de la moelle épinière. Ce canal est appelé le canal de l'épendyle. Au niveau maintenant du quatrième ventricule, il y a un trou qui permet de relier ces cavités à l'intérieur à l'arachnoïde pour permettre la circulation du liquide céphalorachidien. Ce trou-là est appelé trou de Magendie. Maintenant, si on monte un peu sur la face supérieure, en commençant de la droite vers la gauche, on constate ici le cervelet. Et le cervelet, sur cette coupe-là, le cervelet a la structure des branches d'arbres, des bifurcations, des ramifications d'arbres. D'où le nom de arbre de vie pour le cervelet. Après maintenant le cervelet à l'intérieur, on note, comme je l'ai dit tantôt en remarque, on note ici, comme vous le voyez, les tubercules quadriginaux surmontés un peu de l'épiphyse. Donc les tubercules quadriginaux sont là et l'épiphyse est là un peu en haut. Si on dépasse maintenant l'épiphyse, toujours à l'intérieur, on note ici, comme vous le voyez, on note la commissure grise. La commissure grise entourée un peu par le troisième ventricule. Le troisième ventricule surmonté par une couche fine qu'on appelle la couche optique. Et un peu en haut, là,
comme vous le voyez, on a la cloison transparente qui est là. Donc le troisième ventricule aussi, et on a ici les ventricules latéraux. Donc là c'est un ventricule latéral qui est là en noir, carrément en noir. Et le troisième ventricule, et ces ventricules latéraux sont reliés par des trous qu'on appelle trous de Monro. Maintenant, entre ces éléments-là, il y a un élément important qui joue le rôle de relais entre les deux hémisphères qu'on appelle le trigone. Donc le trigone est là, comme vous le voyez. D'accord. Et si on monte un peu en haut sur le trigone, on tombe directement sur le corps calleux. Sur le corps calleux. Et sous le corps calleux, sous les ventricules latéraux, on a le corps strié. Donc voilà en quelque sorte la coupe longitudinale, les différents éléments qui composent l'encéphale suivant la coupe longitudinale. Maintenant, nous allons voir la coupe transversale qui passe par le diencéphale. Cette coupe nous montre au milieu le sillon interhémisphérique qui sépare les deux hémisphères et nous montre également ici sous ce sillon-là un élément important qu'on appelle la cloison transparente. Cette cloison transparente, d'accord, est au-dessus de l'autre élément qu'on appelle le trigone qui forme pratiquement le pont qui relie les deux hémisphères. Et sur ce trigone, il y a les ventricules latéraux. Donc les ventricules latéraux ont des niveaux différents, niveau supérieur et niveau inférieur. D'accord? Et ici, comme vous pouvez voir, vous avez de petits noyaux qui se trouvent de part et d'autre dans la substance grise qu'on appelle corps strié. Et qu'est-ce qu'on peut constater ici? On constate que là, la substance grise est carrément externe, formant ainsi le cortex cérébral, alors que la substance blanche est interne, sauf quelques éléments de substance grise. Là, en dépassant le trigone, en descendant un peu, on note ces deux éléments-là, un peu larges, qui constituent la couche optique. Et au milieu de cette couche optique, on a un petit point là, qui constitue la commissure grise. Et sous cette commissure grise, sous ces couches optiques, il y a deux éléments. L'élément blanc là constitue l'hypothalamus, d'accord, sous forme de vase, comme vous le voyez. Et à l'intérieur, on a le troisième ventricule. D'accord? Et donc, voilà les différents éléments qui constituent l'encéphale si on fait une coupe transversale passant par le diencéphale. Alors, l'encéphale aussi est divisé, avant de parler de la division de l'encéphale, des régions de l'encéphale, d'abord, on va s'appesantir un tout petit peu sur les ventricules, c'est-à-dire les différentes cavités encéphaliques. Les cavités encéphaliques, on a rencontré quelques cavités tout à l'heure, en détail, elles sont là. D'abord, il y a deux qui sont côte à côte là, qu'on appelle les ventricules latéraux. Donc, vous avez vu, ventricule latéral gauche et ventricule latéral droit. Ces ventricules latéraux ont des trous, comme vous le voyez ici, des trous, des liaisons qui les lient directement au troisième ventricule qui est là au milieu. Ces liaisons-là sont appelées trous de Monro. Trous de Monro. Et donc, ici, le troisième ventricule est relié directement au quatrième ventricule qui est là, quatrième ventricule, par un petit canal qu'on appelle l'aqueduc de Sylvius. Et le quatrième ventricule est allongé dans le bulbe rachidien, puis dans la moelle épinière, toute la longueur d'ailleurs, par le canal de l'épendyle. Au niveau maintenant du quatrième ventricule, en haut, il y a un trou qui relie ce quatrième ventricule à la membrane intercalaire qu'on appelle arachnoïde, rempli de liquide céphalorachidien, comme au niveau des cavités. Donc ce trou-là est appelé trou de Magendie. Donc voilà en quelque sorte les différentes cavités encéphaliques. L'encéphale est divisé donc en 5 régions. Mais ces 5 régions-là sont issues d'un développement qu'on appelle le développement embryonnaire. Au début de l'organogenèse, le système nerveux n'était qu'un seul tube neural. Ce tube neural a évolué pour donner
3 vésicules. Et ces 3 vésicules ont évolué pour donner 5 vésicules. Ces 5 vésicules maintenant nommées télencéphale, diencéphale, mésencéphale, métencéphale et myélencéphale, chaque vésicule évolue pour donner une partie précise de l'encéphale, du système nerveux de façon claire. Donc, que vous voyez sur cette figure-là. Donc, le télencéphale, qui est la partie supérieure, évolue pour donner le cerveau. Et le diencéphale évolue pour donner cette partie au milieu-là. Mésencéphale aussi donne cette partie-là. Le métencéphale donne le cervelet. Et enfin, le myélencéphale donne le tronc cérébral ou le bulbe rachidien de façon plus précise. Donc, là, on peut le voir dans un tableau récapitulatif plus clair. Donc, si on prend ce tableau et on fait une corrélation entre les vésicules et les différentes parties de l'encéphale, on trouve que la première vésicule ou télencéphale correspond aux hémisphères cérébraux et les lobes olfactifs sur la face dorsale, ainsi que sur la face ventrale. Sauf que sur la face ventrale, les nerfs optiques font partie. Et en termes de cavités, ce sont les ventricules latéraux qui font partie de cette première vésicule. Au niveau de la deuxième vésicule, qu'on appelle diencéphale, sur la face dorsale, nous avons l'épiphyse et le thalamus. Et sur la face ventrale, on a l'hypothalamus et l'hypophyse. Et le troisième ventricule est la cavité correspondante. Au niveau de la troisième vésicule ou mésencéphale, nous avons les tubercules quadrigimaux sur la face dorsale, les pédoncules cérébraux sur la face ventrale et l'aqueduc de Sylvius qui est une cavité correspondante. La quatrième vésicule ou métencéphale correspond au cervelet sur la face dorsale, au pont de Varol ou protubérance annulaire sur la face ventrale et au quatrième ventricule. Et enfin, cinquième vésicule ou myélencéphale correspond au bulbe rachidien sur les deux faces et au quatrième ventricule comme cavité. Donc voilà en quelque sorte l'étude concernant l'organisation de l'encéphale. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'organisation de la moelle épinière. La moelle épinière qui est l'un des centres nerveux et qui est sous forme de corps qui a une longueur d'environ 45 cm chez l'homme. Et on peut étudier cette moelle épinière suivant deux aspects. D'abord, l'anatomie externe et enfin l'anatomie interne. Si on considère d'abord l'anatomie externe, on voit que, comme l'encéphale, la moelle épinière aussi est protégée. Déjà, la moelle épinière est logée dans la colonne vertébrale, donc protégée par les os de la colonne vertébrale, mais aussi un système de protection sophistiqué de 3 membranes appelées méninges, qui sont la dure mère, l'arynoïde et la pie-mère, déjà expliquées en amont. Maintenant, sur la moelle épinière, nous avons également une structure externe blanchâtre composée de paires de nerfs, comme vous le voyez, ce qu'on appelle des nerfs rachidiens. Ces nerfs rachidiens qui sont visibles à l'extérieur sont composés de 2 bifurcations. La première bifurcation qu'on appelle la racine dorsale, sur laquelle se trouve un renflouement appelé ganglion spinal. Et la deuxième bifurcation qu'on appelle la racine antérieure ou ventrale. Donc voilà ces 2 éléments. Et sur l'anatomie externe, on note également 2 sillons de part et d'autre, 2 fentes de part et d'autre. Un sillon postérieur qui se trouve sur la partie dorsale, qui est un sillon étroit, un peu profond, et un sillon antérieur qui se trouve sur la partie ventrale ou inférieure, qui est plus large, d'accord, qui est plus large que l'autre sillon. Maintenant, si on fait une coupe transversale de la moelle épinière, on constate que la moelle épinière, la substance grise est interne, alors que la substance blanche est externe, contrairement à l'encéphale, où on a une substance grise externe et une substance blanche interne. Donc ici, au niveau de la substance grise qui se trouve à l'intérieur, qui a une forme de X,
nous avons un petit canal à l'intérieur qu'on appelle le canal de l'épendyle. Cette substance grise est composée de 2 cornes postérieures étroites, plus minces, d'accord, et de 2 cornes antérieures plus larges, qui forment donc la substance grise. Et cette substance grise est entourée par la substance blanche, qui forme aussi des cordons latéraux et cordons antérieurs et cordons postérieurs. Donc voilà la structure de la moelle épinière dans son ensemble, dans sa globalité.